L'anxiété est comme un voleur silencieux qui s'infiltre dans ton esprit et vole ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Elle ne fait pas de bruit, elle ne brise pas de fenêtre, mais soudain tu te réveilles avec une poitrine oppressée, avec des pensées qui ne s'arrêtent pas, et avec le sentiment que quelque chose de mauvais va arriver, même si rien ne se passe. C'est la réalité de millions de personnes, et peut-être aussi la tienne. Lutter chaque jour contre une tempête invisible qui semble plus forte que toi. Les stoïciens ont compris ce combat bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Marc Aurèle gouvernait un empire assiégé par les guerres et les pestes, et pourtant il a écrit que l'homme trouve la paix lorsqu'il accepte ce qui ne dépend pas de lui. Épictète, né esclave, savait que même s'il pouvait enchaîner son corps, son esprit serait toujours libre. Sénèque, entouré d'intrigues et de menaces de mort, a choisi de vivre avec calme et clarté plutôt que de se rendre à la peur. Il ne parlait pas de théorie, mais de la bataille quotidienne contre l'incertitude, la douleur et l'anxiété. Aujourd'hui, la science confirme ce que ces philosophes ont pratiqué en chair et en os. Les neurosciences ont démontré que le simple fait de concentrer l'esprit sur le présent réduit la réponse d'alarme du cerveau. La psychologie cognitive enseigne que remettre en question les pensées négatives affaiblit leur pouvoir. Et la recherche sur le bien-être révèle que vivre avec un but, la gratitude et l'autocontrôle est l'une des manières les plus efficaces de combattre l'anxiété. Dans ce parcours, tu ne trouveras pas de phrases vides ni de solutions superficielles. Ce que tu vas découvrir, ce sont 9 pratiques stoïciennes, directes et percutantes, que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Des outils simples mais puissants qui transformeront l'anxiété en un champ d'entraînement plutôt qu'en une condamnation. Reste jusqu'à la fin, car ici, nous n'allons pas nier l'anxiété ni la déguiser. Nous allons lui faire face avec discipline, avec science et avec philosophie pour démontrer que la tranquillité est une décision interne que personne ne peut te retirer. 1. Lâche ce qui ne dépend pas de toi. L'anxiété ressemble à porter un sac à dos plein de pierres que tu n'as jamais choisi. Tu marches avec lui tous les jours en pliant le dos, en croyant que chaque poids te correspond, alors qu'en réalité, beaucoup de ces pierres ne sont pas à toi. Des soucis sur ce que les autres pensent, la peur de leur réaction, l'angoisse du climat, de l'avenir, de ce qui est hors de ton contrôle. L'absurde est que la plupart du temps, nous investissons plus d'énergie dans ce qui ne dépend pas de nous que dans ce que nous pouvons changer. Et ainsi, le sac à dos devient insupportable. Les stoïciens ont été clairs. Il y a une ligne invisible qui sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Épictète l'a résumé sans fioriture, disant qu'il y a des choses qui dépendent de toi, comme tes jugements, tes décisions et tes actions, et des choses qui ne le font pas, comme le passage du temps, l'opinion des autres ou la chance. Quand tu franchis cette ligne et que tu t'obsèdes avec l'extérieur, tu ouvres la porte à l'anxiété. Et il ne s'agit pas de résignation, mais de concentration. Celui qui distingue entre ce qui est à lui et ce qui est à autrui reprend le pouvoir, car il cesse de se fatiguer dans des batailles impossibles. La science le confirme aujourd'hui. La psychologie a démontré que les personnes qui pratiquent ce qu'on appelle l'acceptation radicale montrent moins de symptômes d'anxiété. Cela signifie assumer que certains événements ne sont pas sous ton contrôle, libérant ton cerveau du cycle constant de soucis. Les études de pleine conscience renforcent la même chose. Accepter sans résistance ce qui ne peut pas être changé réduit l'activité dans les zones du cerveau liées au stress. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Commence par quelque chose de simple. Identifie ton souci et demande-toi avec une brutalité honnête si cela dépend de toi ou non. Si tu es anxieux parce que quelqu'un ne répond pas à un message, souviens-toi que tu ne contrôles pas sa réaction, mais ce que tu feras entre-temps. Si tu es préoccupé par un résultat au travail, concentre-toi sur l'effort que tu mets, pas sur l'approbation finale. Si tu crains l'avenir, souviens-toi que tu ne contrôles que ce que tu fais aujourd'hui. Chaque fois que tu reconnais la différence, tu laisses tomber une pierre de ton sac à dos. Un exercice pratique est d'écrire 2 colonnes sur une feuille.
Dans la première, note tout ce qui te préoccupe aujourd'hui. Dans la seconde, marque ce qui dépend vraiment de toi. Tu remarqueras qu'une grande partie de tes pensées anxieuses s'accumule dans l'incontrôlable. Ce simple acte de séparer ce qui est à toi de ce qui est à autrui te donne de la clarté et réduit la sensation d'être pris dans un tourbillon. Lâcher ce qui ne dépend pas de toi n'est pas être passif ou indifférent, c'est être intelligent, c'est réserver ton énergie pour ce que tu peux construire et arrêter de la donner à des fantômes qui n'obéiront jamais à ta volonté. L'anxiété se nourrit de la tentative de contrôler l'incontrôlable. En revanche, la sérénité commence lorsque tu acceptes que tu ne peux pas décider comment souffle le vent, mais tu peux ajuster les voiles de ton bateau. 2. Apprécie la vie brève et essentielle. L'anxiété naît souvent de l'illusion que nous avons tout le temps du monde. Nous marchons comme si chaque jour était éternel, accumulant de petites préoccupations, des tâches interminables et des peurs que nous reportons à affronter. Mais la vie est comme un sablier qui ne s'arrête jamais. Le problème est que nous croyons que le sable ne se termine pas, et pendant ce temps, nous le gaspillons sur ce qui n'a pas d'importance. Le stoïcisme vous rappelle crûment que le temps est limité et que l'anxiété se nourrit de l'oubli de cette vérité. Sénèque l'a écrit avec fermeté. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous le gaspillons. Et la vérité est qu'une grande partie de l'anxiété provient de là, de dépenser de l'énergie dans des distractions inutiles, des obsessions sans valeur, des comparaisons sans sens. Lorsque vous vous souvenez que votre vie est brève, vous mettez un filtre naturel à ce qui mérite attention et à ce qui ne le mérite pas. La brièveté de l'existence ne devrait pas être un fardeau, mais un appel à se concentrer sur l'essentiel. La science soutient cette vision. Des études en psychologie positive montrent que ceux qui cultivent la conscience de la mortalité développent plus de gratitude et moins d'anxiété. Reconnaître la finitude de la vie change la façon dont votre esprit traite les préoccupations, car il relativise ce qui semblait immense. Un problème au travail ou un commentaire négatif perd de son poids lorsque vous le comparez au fait que vos jours sont limités. Des recherches sur la gratitude montrent que le fait d'écrire chaque jour ce que vous appréciez réduit significativement les symptômes d'anxiété et de dépression, car vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous avez, plutôt que sur ce que vous craignez de perdre. Comment appliquer cela de manière pratique ? Commencez par vous rappeler chaque matin que vous ne savez pas combien de jours vous avez et demandez-vous ce qui vaut la peine de dépenser vos heures. Faites une liste de l'essentiel, les personnes que vous aimez, les projets qui donnent un sens à votre vie, les habitudes qui renforcent votre esprit et votre corps. Utilisez cette liste comme une boussole pour décider ce qui mérite votre énergie. Lorsque l'anxiété essaie de vous entraîner dans des pensées chaotiques, revenez à cette boussole et demandez-vous si ce qui vous préoccupe a toujours de la valeur à l'échelle d'une vie si courte. Un autre conseil utile est de pratiquer la gratitude consciente. Avant de vous coucher, notez 3 choses qui ont rendu votre journée précieuse. Peu importe qu'il s'agisse de grands accomplissements ou de détails minimes comme une conversation sincère ou un moment de calme. Cette habitude entraîne votre cerveau à reconnaître l'essentiel et réduit la tendance naturelle à se concentrer sur le négatif. Apprécier la vie brève ne signifie pas vivre dans la peur de la fin, mais avec l'urgence de l'important. C'est comprendre que l'anxiété perd de sa force lorsque vous arrêtez de vous tourmenter pour l'accessoire et que vous embrassez ce qui donne du sens. La brièveté de la vie est le rappel le plus puissant que vous n'avez pas à tout contrôler, seulement à profiter de ce qui est devant vous avec attention, gratitude et courage. 3. Reste dans le présent. L'anxiété ressemble à être coincée dans une salle pleine de miroirs brisés. Chaque reflet montre un « que se passera-t-il si ?» un « j'aurais dû faire ceci » un « tout va sûrement mal se passer ». Ton esprit court de miroir en miroir, mais aucun ne reflète la réalité. Le présent est devant toi, intact, mais au milieu du bruit mental, tu ne le vois pas. Et pendant que ton attention se perd entre le passé et le futur, le maintenant devient un terrain fertile pour l'anxiété. Les stoïciens ont compris que la vie n'a lieu qu'à un instant, celui-ci.
Marc Aurèle l'a écrit clairement, disant que l'existence de chaque homme se réduit à un seul moment présent. Cependant, l'erreur commune est de vivre dans une double prison. Le poids de ce qui s'est déjà passé et l'ombre de ce qui n'est pas encore arrivé. Cette combinaison empoisonne l'esprit. Lorsque tu parviens à rester dans le présent, l'anxiété perd une grande partie de sa force, car la plupart de ses racines sont dans des scénarios inventés. La science le confirme. Des études sur la pleine conscience ont montré que l'entraînement de l'attention réduit l'activité dans les régions du cerveau associées à la rumination et à l'inquiétude. Les personnes qui pratiquent des exercices simples de respiration consciente signalent moins d'anxiété, car elles rompent le cycle de pensées automatiques qui déclenchent le stress. La recherche psychologique révèle également que lorsque ton focus est centré sur l'expérience immédiate, ton cerveau traite la réalité de manière plus claire et moins menaçante. Comment commencer à vivre ce principe? D'abord, utilise la respiration comme encre. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'envole vers le futur ou s'en mêle dans les souvenirs, respire profondément. Compte jusqu'à 4 en inspirant. Retiens 2 secondes et expire en comptant à nouveau jusqu'à 4. Ce petit exercice ramène ton attention au maintenant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. En régulant ta respiration, tu actives le système nerveux parasympathique qui calme la réponse de l'anxiété. Une autre pratique utile est le balayage corporel. Consacre quelques minutes par jour à observer comment se sent ton corps, de la tête aux pieds, sans juger. Cette habitude entraîne ton esprit à rester dans le présent à travers les sensations physiques, l'éloignant des pensées répétitives. Il est également essentiel de mettre des limites aux distractions. Si tu vérifies les notifications chaque minute, ton attention ne s'entraîne jamais dans le présent, mais vit en alerte constante. Fixe des moments spécifiques pour vérifier les messages et consacre des espaces sans écran pour te concentrer sur ce que tu fais. Rester dans le présent ne signifie pas oublier le passé ni ignorer le futur. Cela signifie comprendre que seul ce moment est réel. Lorsque tu apprends à l'habiter avec attention, l'anxiété se réduit parce que tu arrêtes de nourrir les fantômes qui vivent en dehors du maintenant. Le présent est un refuge toujours disponible, mais il dépend de toi d'y entrer avec discipline et pratique quotidienne. 4. Embrasse l'inconfort volontaire. L'anxiété ressemble à un gardien qui vit à l'entrée de ton esprit, toujours prêt à te rappeler tout ce qui pourrait mal se passer. Chaque fois que tu essaies d'avancer, il se lève et te prévient « Cela fera mal, mieux vaut ne pas essayer ». Le problème est que plus tu l'écoutes, plus il devient fort. Ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, c'est que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un maître qui, si tu lui fais face volontairement, affaiblit le pouvoir de ce gardien. Les stoïciens le pratiquaient consciemment. Sénèque recommandait de dormir sur le sol certains jours, de porter des vêtements simples ou de manger de manière frugale, non pas parce qu'il ne pouvait pas se permettre des luxes, mais pour entraîner son esprit à ne pas craindre la perte. Marc Aurèle parlait d'accepter les inconforts de la vie comme faisant partie de la nature, sans résistance inutile. Pour eux, l'inconfort choisi était un bouclier contre l'anxiété, car il habituait l'esprit à l'inattendu. La science moderne confirme la valeur de cette approche. Des études en psychologie du comportement démontrent que l'exposition contrôlée à des situations inconfortables réduit les niveaux d'anxiété avec le temps. C'est le principe derrière la thérapie d'exposition. Plus tu fais face volontairement à ce que tu crains, moins cela a de pouvoir sur toi. Des recherches montrent également que la résilience se développe lorsque tu choisis de sortir de ta zone de confort par petites doses, renforçant ta capacité à affronter de véritables défis. Comment appliquer cela de manière pratique? Commence par de petits actes d'inconfort volontaire. Tu peux te doucher à l'eau froide pendant 30 secondes, marcher un tronçon sans manteau par une journée fraîche ou éteindre ton téléphone pendant plusieurs heures. Ces exercices simples ne cherchent pas à te martyriser, mais à entraîner ton esprit à comprendre que l'inconfort est passager et non mortel. Chaque fois que tu t'exposes consciemment à quelque chose d'inconfortable, tu montres à ton anxiété qu'elle n'a pas le dernier mot. Une autre façon efficace est de faire face à des tâches que tu repousses par peur ou insécurité.
Appeler cette personne avec qui tu évites de parler, commencer le projet qui t'intimide ou dire ce que tu penses lors d'une réunion. La clé est de le faire avec intention, sachant que l'inconfort fait partie du processus de croissance. Le résultat est un esprit plus fort, moins anxieux et mieux entraîné pour tolérer l'incertitude. Tu peux également appliquer l'inconfort dans tes habitudes quotidiennes. Réduis ta consommation de sucre, limite l'utilisation des réseaux sociaux ou lève-toi plus tôt que d'habitude. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des rappels que tu as le contrôle sur toi-même. Et cette sensation de contrôle est l'un des antidotes les plus puissants contre l'anxiété. Embrasser l'inconfort volontaire ne signifie pas chercher la souffrance. Cela signifie choisir de petites batailles qui te préparent pour les grandes. L'anxiété se nourrit de l'idée que tu ne pourras pas supporter l'inattendu. Lorsque tu pratiques l'inconfort avec discipline, tu démontres que tu es plus fort que tu ne le pensais et que la vie n'a pas besoin de te faire peur pour que tu avances. 5. Ancrer ton esprit dans la raison. L'anxiété ressemble à un cheval emballé. Il court sans direction, emporte tout sur son passage et te laisse sans souffle. Si tu le laisses sans contrôle, il t'entraîne vers les pires scénarios imaginés. Mais si tu sais tenir les rênes, le même cheval qui était auparavant une menace devient une force que tu peux guider. Cette reine est la raison, l'ancre que le stoïcisme propose pour ne pas te laisser dominer par des impulsions et des pensées incontrôlées. Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cette phrase est un coup direct à l'anxiété, car elle nous rappelle que ce qui nous tourmente n'est pas toujours la réalité, mais l'interprétation que nous construisons dans notre esprit. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, écrivait dans ses méditations qu'il devait examiner chaque impression qui lui venait à l'esprit et décider si elle était rationnelle ou simplement une émotion déguisée en vérité. Cette habitude le maintenait ferme, même dans des situations qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, la science soutient cette pratique millénaire. La thérapie cognitivo-comportementale, considérée comme l'un des traitements les plus efficaces contre l'anxiété, repose sur la même chose: identifier les pensées irrationnelles, les remettre en question et les remplacer par des interprétations plus réalistes. Des études montrent que lorsque tu apprends à évaluer tes pensées au lieu de réagir automatiquement, l'intensité de l'anxiété diminue et ton sentiment de contrôle augmente. Comment appliquer cela à ta vie quotidienne? Commence par t'arrêter lorsque survient une pensée anxieuse. Demande-toi, quelle preuve réelle ai-je que cela se produira? Est-ce que j'exagère le risque? Qu'est-ce qu'un ami me dirait si je lui parlais de cette peur? Ce petit examen brise la chaîne des interprétations automatiques et active ta capacité à raisonner. Une autre technique efficace consiste à écrire tes préoccupations sur papier. Lorsqu'une pensée reste dans l'esprit, elle a tendance à se multiplier et à prendre des formes plus grandes qu'elle ne l'est réellement. En l'écrivant, tu la vois plus clairement et tu peux l'analyser à distance. Demande-toi si ce que tu as écrit est un fait ou simplement une supposition. Cet exercice simple affaiblit l'anxiété parce qu'il transforme ce qui est flou en concret. Tu peux aussi entraîner ton esprit à répondre par des affirmations rationnelles. Si tu penses « je vais échouer », change-le pour « je ne peux pas connaître le résultat, mais je peux donner le meilleur de moi-même ». Il ne s'agit pas de phrases positives vides, mais de rappels basés sur la réalité. Petit à petit, ton cerveau apprend à ne pas tomber dans le même schéma de catastrophe. Ancrer l'esprit dans la raison n'élimine pas les émotions, mais les met à leur place. L'anxiété crie que tout est perdu. La raison répond que rien ne s'est encore passé. L'anxiété imagine le pire scénario. La raison rappelle qu'il y a aussi des milliers de meilleures possibilités. Chaque fois que tu choisis de raisonner plutôt que de réagir, tu arraches du terrain à la tempête mentale et tu reprends le contrôle de ta vie. 6. Accepte l'inévitable avec calme. L'anxiété ressemble à être devant une porte fermée que tu frappes de toutes tes forces, espérant qu'elle s'ouvre. Les minutes passent, tu transpires, tu te désespères, mais la porte ne cède pas parce qu'elle n'était jamais destinée à s'ouvrir.
Cet effort inutile épuise ton esprit et sans t'en rendre compte, tu transformes l'inévitable en souffrance supplémentaire. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de l'anxiété naît de cette résistance. Vouloir changer ce qui ne peut pas être changé. Marc Aurèle répétait que tout ce qui se produit fait partie de l'ordre de la nature. Épictète insistait sur le fait que nous ne devrions pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais vouloir qu'elles se passent comme elles se produisent. Sénèque conseillait d'accepter la mort comme nous acceptons l'aube. Aucun d'entre eux ne défendait la résignation passive, mais le calme actif, celui qui te permet de reconnaître l'inévitable et d'agir avec sagesse dans ce que tu peux transformer. La science valide aujourd'hui cette pratique. Des recherches sur la résilience montrent que l'acceptation des circonstances hors de contrôle réduit les niveaux d'anxiété et de stress. L'acceptation radicale, utilisée dans les thérapies modernes, aide les personnes à diminuer la souffrance car elle met fin à la lutte interne contre l'immuable. De plus, des études en neurosciences indiquent que résister émotionnellement à l'inévitable active les zones cérébrales associées à la douleur, tandis que l'accepter réduit cette activation et permet de mieux traiter l'expérience. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne ? D'abord, identifie ce que tu ne peux clairement pas contrôler, le passage du temps, les décisions des autres, les pertes inévitables. Au lieu de dépenser de l'énergie à nier ou à résister, reconnais qu'elles sont là. Il ne s'agit pas d'aimer ce qui se passe, mais d'admettre que lutter contre l'irréversible ne fait qu'aggraver ton anxiété. Un exercice pratique consiste à répéter mentalement une phrase lorsque la résistance apparaît. « Cela est hors de mes mains, et c'est bien ». En le répétant, tu entraînes ton esprit à lâcher la lutte interne. Un autre conseil utile est d'observer la nature. Remarque comment une rivière coule même si elle rencontre des rochers sur son chemin, ou comment un arbre se plie au vent pour ne pas se briser. Ces exemples servent de rappel que s'adapter est plus sage que de résister à l'inévitable. Tu peux aussi pratiquer l'acceptation dans des situations quotidiennes. Si tu es coincé dans le trafic, au lieu de nourrir la frustration, profite de ce temps pour écouter un livre audio ou pratiquer la respiration consciente. Si un plan est annulé à la dernière minute, considère-le comme une opportunité de te reposer ou de te consacrer à une autre tâche en attente. Accepter l'inévitable avec calme ne signifie pas se rendre, cela signifie choisir où tu mets ta force. L'anxiété grandit lorsque tu dépenses ton énergie à lutter contre l'immuable. La sérénité apparaît lorsque tu reconnais qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais, mais qu'il existe toujours des chemins alternatifs si tu décides de les chercher. 7. Fais moins, mais avec excellence. L'anxiété ressemble à avoir trop d'onglets ouverts dans l'esprit, comme lorsque dans le navigateur de l'ordinateur tout ralentit parce qu'il essaie de traiter trop de tâches en même temps. Chaque tâche en attente, chaque engagement et chaque souci occupent de l'espace dans ta mémoire interne. Au final, tu n'avances dans rien, mais tu as l'impression que le poids de tout t'écrase. Le stoïcisme propose le contraire, réduire, se concentrer et faire moins, mais avec excellence. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, se rappelant qu'il ne devait pas se disperser dans 1000 affaires, mais s'occuper de ce qui était devant lui avec une attention totale. Pour les stoïciens, multiplier les activités n'était pas un signe de productivité, mais de faiblesse, car l'esprit divisé perd en clarté. L'excellence n'est pas dans le fait de faire beaucoup, mais de faire l'essentiel avec une pleine présence. La science moderne soutient ce principe. Des études sur la multitâche démontrent que tenter de faire plusieurs choses à la fois augmente la sensation de stress et réduit l'efficacité. Des recherches en psychologie organisationnelle confirment que ceux qui priorisent quelques tâches importantes et les exécutent avec une concentration profonde éprouvent moins d'anxiété et une plus grande satisfaction. Cela est dû au fait que le cerveau libère de la dopamine lors de la réalisation de tâches significatives, mais se frustre lorsqu'il accumule des tâches en attente sans les conclure. Comment appliquer cette pratique dans ta vie ? Commence chaque jour en identifiant ce qui est vraiment important.
Ne fais pas de liste interminable de tâches en attente, choisis 3 tâches clés et engage-toi à les réaliser avec une concentration totale. En réduisant la liste, ton esprit se libère du fardeau de l'inaccessible et trouve une réelle motivation à avancer. Un autre conseil utile est d'éliminer les distractions conscientes. Éteins les notifications lorsque tu travailles sur quelque chose d'essentiel, consacre des blocs de temps sans interruption et repose-toi entre les tâches. L'anxiété provient souvent non pas de la tâche elle-même, mais des constantes interruptions qui brisent ta concentration et augmentent la sensation de chaos. Il est également précieux d'appliquer la règle de l'excellence dans la vie quotidienne. Si tu décides de parler à quelqu'un, concentre-toi uniquement sur l'écoute et non sur la vérification de ton téléphone en même temps. Si tu t'entraînes, mets ton énergie à ressentir l'exercice plutôt qu'à penser à ce que tu feras ensuite. Cette pleine attention réduit l'anxiété car elle enseigne à ton cerveau à vivre dans l'action présente et non dans la dispersion. Fais moins, mais fais le bien. C'est la leçon qui traverse les siècles. L'anxiété se multiplie lorsque tu essaies de tout englober, mais elle se réduit lorsque tu choisis avec sagesse. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui fait tout, mais quelqu'un qui choisit l'essentiel et l'exécute avec discipline. Au final, ta valeur ne se mesure pas par le nombre de tâches accumulées, mais par la qualité avec laquelle tu as vécu chacune d'elles. 8. Maîtrise ton dialogue interne. L'anxiété ressemble à une radio allumée à plein volume dans ta tête, une radio que tu ne peux pas éteindre et qui répète la même chanson épuisante de doutes, de peur et de suppositions. Cette voix intérieure peut être ton pire ennemi lorsque tu la laisses courir sans contrôle, mais elle peut aussi devenir ton allié la plus puissante si tu apprends à la diriger. Ce que tu te dis à toi-même dans les moments de tension peut te calmer ou te couler. Et ce choix est entre tes mains. Épictète l'a souligné avec force. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'eux. Cette phrase met à nu la racine du problème. L'anxiété ne provient pas uniquement de ce qui se passe, mais du discours interne que nous construisons autour de cela. Marc Aurèle se répétait à lui-même qu'il devait examiner chaque pensée et éliminer celle qui n'était pas utile à la raison. Sénèque conseillait de ne pas exagérer la douleur en anticipant des maux qui n'arriveraient peut-être jamais. Tous ont compris que maîtriser la voix intérieure est la clé pour maintenir le calme. Aujourd'hui, la psychologie moderne est tout à fait d'accord. La thérapie cognitivo-comportementale, l'un des traitements les plus efficaces contre l'anxiété, se concentre sur l'identification et la remise en question des pensées automatiques. Les recherches en neurosciences démontrent que le cerveau réagit avec la même intensité à une pensée négative répétée qu'à une menace réelle. Cependant, en reformulant cette pensée, la réponse de l'anxiété diminue. Comment appliquer cela à ta vie? D'abord, détecte le récit que ton esprit répète lorsque l'anxiété apparaît. Demande-toi si ce que tu te dis est un fait vérifiable ou simplement une interprétation. Par exemple, au lieu de penser « je vais sûrement échouer », reconnais que ce n'est pas un fait mais une peur. En le mettant en mots clairs, tu réduis son pouvoir. Ensuite, pratique la restructuration. Change le « je ne peux pas faire ça » par « j'ai surmonté des situations difficiles avant et je peux gérer celles-ci aussi ». Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives vides, mais de te rappeler avec des preuves réelles que tu as déjà de la force. Garde un registre des moments où tu as affronté quelque chose qui te semblait impossible et où tu as réussi. Utilise-le comme carburant lorsque ton dialogue interne essaie de te faire tomber. Un autre conseil pratique est de te parler comme tu le ferais à un ami. Si quelqu'un de proche te confiait ses peurs, le coulerais-tu avec plus de critique ou l'encouragerais-tu avec des mots fermes mais compréhensifs? Fais de même avec toi-même. Changer le ton avec lequel tu te parles a un impact profond sur la façon dont ton corps traite l'anxiété. Maîtriser le dialogue interne ne signifie pas éliminer toutes les pensées négatives, mais apprendre à les remettre en question et à leur donner la place qu'elles méritent. L'anxiété continuera d'essayer d'augmenter le volume de cette radio interne, mais maintenant, tu auras le contrôle du bouton.
La différence entre vivre piégé dans le bruit ou trouver la tranquillité réside dans la façon dont tu décides de te parler à toi-même. 9. Souviens-toi de ta force passée. L'anxiété ressemble à une ombre qui exagère sa taille sur le mur. Elle semble immense, mais lorsque tu allumes la lumière, tu découvres qu'elle était beaucoup plus petite que tu ne l'imaginais. Cette lumière est ton souvenir de ce que tu as déjà surmonté. Se rappeler la force que tu as eue dans le passé est la preuve la plus claire que tu peux affronter ce qui semble insupportable aujourd'hui. L'anxiété essaie de te convaincre que tu ne pourras pas, mais ton histoire personnelle prouve le contraire. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il devait se souvenir comment il avait résisté auparavant à la douleur, aux pertes et à la trahison, car ce souvenir était du carburant pour le présent. Épictète enseignait qu'il n'y a pas d'adversité qui ne contient pas en elle-même l'opportunité de démontrer ce qui a été appris. Pour les stoïciens, regarder en arrière n'était pas un acte de nostalgie, mais de preuve. Si tu as supporté avant, tu peux supporter maintenant. La science le soutient avec force. Des recherches en psychologie sur la résilience montrent que l'évocation de souvenirs de réussite passée renforce la confiance en soi et réduit la perception de menace. Des études en neurosciences confirment que lorsque tu te remémores des situations difficiles que tu as surmontées, ton cerveau active des circuits de récompense qui réduisent la réponse à l'anxiété. C'est comme rappeler à ton système nerveux que ce n'est pas la première fois qu'il fait face à un défi. Comment appliquer cette pratique dans ta vie quotidienne? Prends le temps d'écrire une liste de moments où tu as surmonté des obstacles. Cela peut être quelque chose de grand, comme surmonter une maladie, ou quelque chose d'apparemment petit, comme parler en public quand tu avais peur. Chaque souvenir est un témoignage de ta force. Et cette liste à portée de main est lis-la lorsque l'anxiété essaie de te convaincre de ta faiblesse. Un autre conseil pratique est de visualiser ton toi du passé face à ces situations. Revive comment tu te sentais, ce que tu as fait pour t'en sortir et ce que tu as appris. Cette reconstitution mentale ne renforce pas seulement ta confiance, elle prépare aussi ton esprit à appliquer des stratégies similaires dans le présent. Tu peux aussi créer un rituel personnel. Chaque fois que tu fais face à l'anxiété, place ta main sur ta poitrine et répète à voix basse « Je l'ai déjà fait avant, je peux le refaire ». Cette action physique ancre le souvenir dans ton corps et renforce le message. Avec la répétition, ton esprit l'assimile comme une vérité immédiate. Ce souvenir de ta force passée ne signifie pas rester coincé dans le passé. Cela signifie l'utiliser comme un rappel de ta capacité réelle. L'anxiété exagère toujours le danger et minimise tes ressources. Mais ton histoire est la preuve que tu as ce qu'il faut. Chaque bataille gagnée est une lumière qui réduit l'ombre actuelle. La clé est de ne pas oublier que ton présent repose sur toutes les fois où tu as été plus fort que tu ne le pensais. 10. Pratiquer la gratitude quotidienne. L'anxiété ressemble à un projecteur qui n'éclaire que ce qui manque, ce qui peut mal tourner ou ce que vous n'avez pas encore obtenu. Pendant ce temps, tout ce que vous avez déjà reste dans l'ombre, invisible. Ce regard sélectif nourrit le sentiment de vide et de manque. La gratitude, c'est changer le focus, déplacer la lumière vers ce qui existe déjà dans votre vie, ce qui vous soutient et ce que vous avez atteint. Elle n'élimine pas les problèmes, mais elle change la façon dont votre esprit les affronte. Sénèque disait qu'il n'y a rien de plus honorable qu'un cœur reconnaissant. Pour les stoïciens, être reconnaissant n'était pas un geste superficiel, c'était un entraînement mental qui rappelait l'abondance même au milieu de l'adversité. Marc Aurèle se répétait au réveil qu'il devait être reconnaissant pour le simple fait d'ouvrir les yeux à un nouveau jour. Épictète, malgré le fait qu'il ait été esclave, enseignait qu'il y a toujours quelque chose à apprécier: l'air, la vie, la capacité de raisonner. Pour eux, la gratitude était une stratégie contre l'anxiété car elle redonnait de la perspective. La science le confirme avec force. Des études en psychologie positive montrent que ceux qui pratiquent la gratitude de manière constante éprouvent moins de symptômes d'anxiété et de dépression.
Des recherches en neurosciences révèlent que le fait d'écrire chaque jour ce que vous appréciez active les régions du cerveau associées à la tranquillité et à la satisfaction, réduisant l'activité des zones liées à la peur. La gratitude entraîne le cerveau à se concentrer sur ce que vous avez sous contrôle. Comment intégrer cela à votre vie quotidienne? Commencez par un exercice simple. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il ne s'agit pas nécessairement de grandes réalisations. Cela peut être une conversation sincère, un moment de calme, voire une erreur dont vous avez tiré une leçon. Cette habitude change la façon dont votre esprit traite la journée et affaiblit la tendance naturelle à ne se souvenir que du négatif. Un autre conseil est de pratiquer la gratitude en temps réel. Lorsque vous mangez, remerciez mentalement pour la nourriture. Lorsque vous parlez à quelqu'un que vous appréciez, prenez le temps de reconnaître l'importance de sa présence. Lorsque vous rencontrez une difficulté, cherchez au moins un aspect qui vous apporte une leçon. Cet entraînement ne nie pas la difficulté, mais empêche le négatif d'occuper tout l'espace. Il est également utile de partager la gratitude. Exprimer à quelqu'un d'autre ce que vous appréciez chez lui renforce les relations et crée un cercle de bien-être. En le verbalisant, vous renforcez en vous-même cette perception positive. Pratiquer la gratitude quotidienne, ce n'est pas fermer les yeux sur l'anxiété, c'est les ouvrir à une vision plus complète. C'est se rappeler que la vie n'est pas seulement faite de manque, mais aussi d'abondance qui passe souvent inaperçue. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous entraînez votre esprit à reconnaître ce qui soutient votre chemin. Et cette certitude réduit la tempête intérieure, car elle vous rappelle que vous avez déjà plus que vous ne le pensiez. Les questions manipulatrices sont des couteaux enveloppés de velours. Elles arrivent déguisées en innocence, avec un ton doux, mais leur tranchant pointe directement vers votre sécurité émotionnelle. Pourquoi es-tu si nerveux? Ne me fais-tu pas confiance? N'est-ce pas de ta faute? Ce ne sont pas de véritables doutes, ce sont des pièges conçus pour vous déstabiliser, pour que vous cédiez le contrôle et commenciez à vous justifier comme si vous deviez des explications au monde. Celui qui manipule ne cherche pas la clarté, il cherche le contrôle. Il veut semer en vous la graine de la culpabilité, le poison de l'insécurité et le poids du doute. Si vous répondez avec anxiété, si vous vous précipitez pour vous justifier, vous avez déjà perdu. Vous avez cédé votre terrain, vous avez abandonné votre calme et vous avez mis votre esprit entre les mains de celui qui sait exactement comment vous faire chanceler. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient votre armure. Marc Aurèle le comprenait, la véritable bataille n'est pas dans le bruit extérieur, mais dans l'ordre intérieur. Sénèque le disait sans détour, celui qui réussit à ne pas réagir a déjà vaincu le provocateur. Et Épictète était encore plus clair, tu peux tout me prendre, sauf la façon dont je choisis de répondre. C'est la clé. Cette vidéo est un manuel pour faire face à ces pièges avec fermeté. Il ne s'agit pas de donner des réponses astucieuses ou de gagner des discussions absurdes, mais de maintenir votre autorité silencieuse, de ne pas céder le calme, de montrer que votre esprit est un terrain impossible à conquérir. Ici, vous apprendrez 10 attitudes qui, si vous les pratiquez, vous protégeront contre toute tentative de manipulation déguisée en questions innocentes. Parce que celui qui maîtrise son esprit désarme le manipulateur sans lever le petit doigt. 1. Pourquoi réagis-tu ainsi pour quelque chose de si petit? L'une des questions les plus empoisonnées qu'un manipulateur peut poser est celle-ci. Pourquoi réagis-tu ainsi pour quelque chose de si petit? Cela semble être une phrase innocente, même chargée de calme. Mais en réalité, c'est un dard déguisé qui cherche un seul effet, invalider ce que tu ressens. Ce qui pour toi est grand, important ou douloureux est soudainement réduit à la catégorie d'exagération. C'est le mouvement typique qui minimise ton expérience et te place dans la position de devoir justifier ta réaction, comme si tu étais faible ou ridicule pour ressentir ce que tu ressens. Derrière cette question se cache une stratégie claire, te faire douter de toi-même. Le manipulateur sait que, s'il parvient à te convaincre que tu surréagis, il commencera à contrôler non seulement la conversation, mais aussi ta perception de la réalité.
En transformant ton irritation en quelque chose de petit, il place le poids sur tes épaules, te faisant te sentir coupable de réagir. Et si tu acceptes cette étiquette, tu finis par lui donner le pouvoir de décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans ta vie. Un exemple simple, quelqu'un te manque de respect et tu le soulignes. Au lieu de reconnaître son erreur, cette personne sourit et répond « Pourquoi réagis-tu ainsi pour quelque chose de si petit ?» Soudainement, la discussion cesse d'être sur son manque de respect et commence à tourner autour de ton exagération. C'est le piège. Le focus change et tu te retrouves coincé dans le besoin de prouver que tu n'exagères rien. C'est un jeu de miroir dans lequel tu perds toujours si tu acceptes la dynamique. Comment neutraliser cette manœuvre? La première étape est de reconnaître qu'il n'y a pas une telle chose comme quelque chose de si petit quand cela va à l'encontre de ta paix, tes limites ou ta dignité. Ce qui est insignifiant pour l'autre peut être fondamental pour toi. Cette différence n'est pas une faiblesse, c'est une identité. Donc, le premier conseil est de ne pas permettre qu'on te dicte l'échelle de ce qui vaut ou ne vaut pas. Tes émotions et ta perception ont de la légitimité. La deuxième étape est de ne pas tomber dans la justification. Lorsque tu es confronté à cette question, évite des phrases comme « c'est que pour moi c'est important », dites sur un ton défensif. Cela ne fait que renforcer le piège. À la place, réponds avec fermeté et calme. « Pour moi ce n'est pas petit, et cela suffit. » Tu n'as pas besoin d'expliquer davantage, car chaque explication est un fil de plus dans la toile du manipulateur. Troisièmement, pratique l'art du silence stratégique. Le stoïcisme enseigne que la grandeur n'est pas dans l'intensité de la réaction, mais dans la maîtrise de soi. Sénèque disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous leur donnons. Ici, la clé est que l'interprétation soit la tienne, pas celle que quelqu'un d'autre veut t'imposer. Que personne ne te vole l'autorité sur ce que tu ressens. 2. Ne me fais-tu pas confiance après tout? La confiance est comme un pont suspendu. Elle se construit avec effort, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle permette de traverser sans peur. Mais quand quelqu'un pose la question « Ne me fais-tu pas confiance après tout ?» ce qu'il fait réellement, c'est secouer ce pont pour que tu doutes de ta stabilité. C'est une attaque déguisée en innocence, un piège émotionnel qui cherche à te culpabiliser, en te plaçant dans le rôle du méfiant, de l'ingrat ou du paranoïaque. Derrière cette question, il n'y a pas un intérêt véritable à renforcer la relation. Ce qu'il y a, c'est une manipulation pour que tu baisses la garde et cèdes du terrain que tu ne devrais pas céder. L'objectif est clair, te faire sentir coupable de poser des limites. Celui qui utilise cette question prétend transformer la confiance en une obligation absolue, comme si ne pas avoir une confiance aveugle était une erreur morale. La réalité est que la confiance se construit avec des actes, pas avec des paroles. Personne n'a le droit de la réclamer comme si c'était un cadeau automatique, encore moins lorsque ses actions suscitent des doutes. Comment faire face à ce piège? Le premier conseil est de se rappeler que la confiance n'est pas un chèque en blanc. Elle est donnée dans la mesure où les actions la soutiennent. Si quelqu'un a besoin de te demander pourquoi tu ne fais pas confiance, c'est parce que quelque chose dans son comportement l'a érodé. Avoir cela clair évite que tu tombes dans la culpabilité et te défends contre la pression émotionnelle. Le deuxième conseil est de ne pas répondre sur la défensive. Si tu dis « oui, je te fais confiance » juste pour éviter un conflit, tu donnes un pouvoir qui n'a pas été gagné. Au lieu de cela, réponds avec fermeté et sans détour. La confiance se démontre, elle ne s'exige pas. Cette phrase coupe court au jeu, car elle déplace la charge là où elle appartient vraiment, les actions de l'autre. Troisième conseil, n'aie pas peur du silence. Face à cette question manipulatrice, garder le silence quelques secondes peut être plus percutant que toute explication. Le silence expose l'inconfort du manipulateur et montre que tu refuses d'entrer dans le rôle qu'il veut t'imposer. Quatrième, rappelle-toi que la méfiance n'est pas toujours un manque d'amour ou de respect. Souvent, c'est un instinct de préservation. Le stoïcisme enseigne à évaluer la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit.
Si quelque chose suscite des doutes, le sage n'est pas celui qui se tait ou cède, mais celui qui observe avec clarté et agit avec prudence. Quand quelqu'un te lance le classique « Ne me fais-tu pas confiance après tout ?», comprends que ce n'est pas une question, c'est une tentative de manipuler ta loyauté. Ne cède pas au chantage émotionnel, ne sacrifie pas ta paix pour le besoin de plaire. La véritable confiance ne s'impose pas, elle se gagne avec cohérence. Celui qui essaie de l'obtenir par la culpabilité te montre déjà qu'il ne mérite pas le pont que tu apprécies tant. Et toi, en tant que maître de ton esprit et de ton calme, tu n'as pas à traverser aveuglément un pont qui n'est pas sûr. 3. Es-tu sûr ou est-ce que tu l'inventes? Le doute est comme une ombre que quelqu'un place devant toi lorsque tu es sous le soleil. Tu vois clairement, tu sais ce qui se passe, mais cette ombre cherche à obscurcir ta certitude, à te faire trébucher dans ta propre clarté. La question « Es-tu sûr ou est-ce que tu l'inventes ?» est l'une des ressources préférées du manipulateur, car elle vise directement ta mémoire et ta confiance intérieure. Il ne veut pas connaître la vérité. Il veut semer la confusion dans ton esprit pour que tu hésites, pour que tu sentes que peut-être tu n'as pas raison, que peut-être tout a été une erreur de perception. Ce type de question est un poison déguisé en curiosité. Lorsque quelqu'un te questionne de cette manière, le message caché est simple. Ne te fais pas confiance, fais confiance à ce que je te dis. Le manipulateur cherche à déstabiliser ta sécurité dans le but de la remplacer par sa version des faits. Comment neutraliser cette attaque? D'abord, comprends que le doute qu'ils essaient de semer ne définit pas ta réalité. Ta mémoire, ton expérience et ta perception ont de la valeur. Le manipulateur veut transformer l'évident en questionnable, mais cela ne signifie pas qu'il y parvienne si tu ne le lui permets pas. Rappelle-toi que la certitude n'a pas besoin d'approbation externe. Le deuxième conseil est de ne pas tomber dans le piège de la surexplication. Face à cette question, il est courant que la victime commence à répéter les détails encore et encore, essayant de prouver qu'elle dit la vérité. Cette réaction, bien qu'elle semble logique, ne fait que renforcer le manipulateur, car elle montre qu'il a réussi à te faire douter et à te faire sentir le besoin de le convaincre. Au lieu d'entrer dans ce cercle vicieux, reste calme et réponds fermement « Je suis sûr et je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit ». Bref, direct et sans place pour les interprétations. Troisième conseil, pratique la sérénité du silence. Si tu remarques que le manipulateur cherche à te mettre la pression, garde quelques secondes de calme avant de répondre. Cet intervalle montre que tu ne te laisses pas entraîner et projette une autorité silencieuse. Le désespoir de clarifier est le terrain du faible, la pause consciente est la stratégie du fort. Quatrième conseil, appuie-toi sur la cohérence de tes actes. Lorsque ta vie et tes paroles sont cohérentes, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le stoïcisme enseigne que la vérité n'a pas besoin d'ornement. Sénèque disait qu'une vie droite est la meilleure défense contre la calomnie. Si ce que tu dis coïncide avec ce que tu fais, aucune question piège ne peut te désarmer. Enfin, rappelle-toi que la manipulation ne se vainc pas en discutant chaque détail, mais en maintenant la clarté intérieure. La prochaine fois que quelqu'un te lance un « Es-tu sûr » ou « Est-ce que tu l'inventes ?» ne le prends pas comme une question légitime. Reconnais-le comme une tentative de contrôler ta confiance. Ne cède pas ce terrain. Affirme-toi dans ta mémoire, dans ton expérience et dans ta vérité. Celui qui domine son esprit n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car la certitude se soutient seule. Et face à un manipulateur, la fermeté tranquille est la réponse la plus puissante. 4. Dois-tu toujours m'attaquer? Un prédateur astucieux ne rugit pas toujours ni ne montre les crocs. Parfois, il se fait passer pour une victime. C'est la stratégie cachée derrière la question « Dois-tu toujours m'attaquer ?» Il ne cherche pas à te comprendre ni à résoudre le problème. Il cherche à inverser les rôles pour que tu sois celui qui porte le blâme. Ce qui était une conversation sur son erreur ou son comportement se transforme soudainement en un jugement contre toi.
Le manipulateur se déguise en innocent et te place dans le rôle de l'agresseur, te faisant douter de ton intention et te faisant finir par t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Derrière cette question se cache un mouvement calculé, détourner l'attention. Tu pointes un comportement nuisible et au lieu de recevoir une réponse mature, tu obtiens cette accusation déguisée. Ainsi, l'attention n'est plus portée sur ce qu'ils ont mal fait, mais sur ton ton, tes mots ou ta façon de t'exprimer. Ce qui était clair devient confusion, et plus tu te défends de ne pas avoir attaqué, plus tu renforces la narrative que le manipulateur veut imposer. Comment faire face à ce type de piège? La première étape est de comprendre que cette question n'est pas un reflet de ton comportement, mais un outil pour t'affaiblir. Ne tombe pas dans le piège de justifier chaque mot. Si tu commences à démontrer que tu n'attaquais pas, tu as déjà accepté le terrain du manipulateur. À la place, reste ferme et clair, « Je ne t'attaque pas, je parle d'un fait ». Cette phrase ramène l'attention à l'endroit correct. Le deuxième conseil est de surveiller ton ton sans perdre d'autorité. Le manipulateur a tendance à profiter de tout signe de colère pour maintenir son rôle de victime. C'est pourquoi pratique le calme conscient. Parle fermement, sans élever la voix, sans besoin d'ornement émotionnel. Lorsque la sécurité s'exprime sans cri, elle est beaucoup plus difficile à manipuler. Troisième conseil, ne laisse pas le sujet changer. Si tu mentionnes une faute et qu'on te répond avec « Dois-tu toujours m'attaquer ?», redirige la conversation. Ce n'est pas une attaque, c'est une observation sur ce qui s'est passé. Répète autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ce soit clair. La discipline de rester sur le point est ce qui frustre la tentative de déviation. Le quatrième conseil est de reconnaître la stratégie en toi. Savoir qu'on essaie de te blâmer injustement renforce ta résistance. Le stoïcisme enseigne à observer ce qui se passe sans se laisser entraîner par le théâtre émotionnel. Celui qui se déguise en victime cherche à gouverner par la culpabilité. Mais ce masque s'effondre lorsque tu ne cèdes pas au jeu. Enfin, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de prouver ton innocence face à des accusations inventées. Ton arme la plus puissante est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si ton intention était de souligner un fait réel, il n'y a rien à prouver. Et plus tu te fatigues à expliquer, plus il est évident que l'attaque n'a jamais existé. La prochaine fois que tu entendras « Dois-tu toujours m'attaquer ?», ne le prends pas comme une vérité ni comme un miroir. Ce n'est qu'un déguisement du manipulateur pour te renverser la charge. Ne l'accepte pas. Ramène le sujet aux faits réels, parle calmement et garde ta clarté. Parce que celui qui maîtrise son esprit ne devient pas son propre bourreau face aux faux pleurs d'un autre. 5. N'as-tu pas compris ce que je voulais vraiment dire ? Il y a des phrases qui fonctionnent comme des miroirs déformants. Elles déforment ce que tu vois pour que tu finisses par douter de ta propre vision. La question « N'as-tu pas compris ce que je voulais vraiment dire ?» est exactement cela. Une tentative de te faire sentir maladroit, incapable de comprendre l'évident, comme si le problème n'était pas le manque de clarté de l'autre, mais ta supposée incapacité à interpréter correctement. C'est une stratégie dangereuse, car elle place la conversation sur un terrain glissant où la culpabilité glisse vers toi sans que tu t'en rendes compte. Le manipulateur utilise cette question pour réécrire ce qu'il a déjà dit. Peut-être que ces mots étaient blessants, peut-être qu'ils étaient contradictoires, mais au lieu de l'admettre, il décide de te retourner la situation. Maintenant, c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui as mal interprété ou qui ne sais pas lire entre les lignes. De cette façon, il évite de prendre la responsabilité de son message et sème le doute dans ton esprit. C'est un coup direct à ta sécurité, car lorsque cette stratégie est répétée plusieurs fois, tu finis par croire que tu ne sais vraiment pas écouter, que tu prends tout mal ou que tu exagères ce qui a été dit. C'est le piège. Comment réagir face à ce type de manœuvre ? La première étape est de rester ferme dans ce que tu as entendu. Si tu te souviens clairement des mots qu'ils ont utilisés, fais confiance à ta perception. Tu n'as pas besoin d'accepter une version alternative simplement parce que quelqu'un l'impose avec assurance. La mémoire et l'attention consciente sont tes meilleures défenses.
Deuxièmement, évite la tentation d'entrer dans une guerre d'interprétation. Ne tombe pas dans le jeu de répéter encore et encore ce que tu as compris en espérant que l'autre le reconnaisse. Cela ne fait qu'alimenter le cycle, car le manipulateur aura toujours un « ce n'est pas ce que je voulais dire » prêt à te désarmer. Au lieu d'insister, affirme calmement « c'est ce que j'ai entendu et c'est ainsi que je l'ai reçu ». Cette phrase transfère la responsabilité à l'émetteur, qui doit clarifier ses mots s'il n'a vraiment pas exprimé ce qu'il voulait. Troisième conseil, garde ton sang-froid. Cette question est souvent posée avec un ton de supériorité, comme si l'autre détenait la vérité absolue et que tu étais l'ingénu qui ne sait pas saisir les subtilités. Ne rentre pas dans cette dynamique. Le respect de ta propre interprétation est ce qui soutient ton autorité dans la conversation. Quatrièmement, applique la stratégie de la limite claire. Si la personne insiste sur le fait que tu n'as pas compris, réponds « alors tu devrais l'expliquer mieux ». Avec cette simple phrase, tu démontes le piège et renvoies la charge au bon endroit. Celui qui parle a le devoir d'être clair, pas celui qui écoute de deviner les intentions cachées. Le stoïcisme enseigne que la vérité n'a pas besoin de fioritures ni d'excuses et que la clarté est un signe de vertu. Si quelqu'un essaie de te manipuler avec cette question, comprends que ce qui est en jeu n'est pas ta capacité à comprendre, mais son incapacité à assumer ce qu'il a dit. La prochaine fois qu'on te dira « N'as-tu pas compris ce que je voulais vraiment dire ?», ne te mets pas sur la défensive. Reconnais la tactique, affirme ta perception et renvoie la responsabilité. Parce que celui qui reste ferme dans ce qu'il a entendu ne se laisse pas modeler par des miroirs déformants. 6. Ne serait-ce pas de ta faute ? La culpabilité est comme une pierre lancée au milieu de la nuit. Tu ne la vois pas venir, mais quand elle frappe, elle te laisse marqué et confus. C'est l'intention de la question, ne serait-ce pas de ta faute ? Le manipulateur ne veut rien résoudre. Ce qu'il cherche, c'est à déplacer la responsabilité de ses actes sur toi, à faire de toi la cible et à nettoyer son image pendant que tu portes le poids. C'est un jeu astucieux parce qu'il fait appel à ta conscience, à ce sens naturel de te remettre en question et le transforme en une arme contre toi. Le mécanisme est simple, tu pointes une action injuste et au lieu de répondre avec maturité, l'autre tourne la conversation pour que tu doutes de ta position. N'as-tu pas exagéré ? N'as-tu pas provoqué la situation ? N'est-ce pas toi qui l'as cherché ? Soudain, ce qui était une réclamation légitime devient un examen de ta propre conduite. Et plus tu essaies de clarifier que tu n'es pas coupable, plus tu te retrouves pris dans le filet du manipulateur. Deuxièmement, observe les faits avec objectivité. Demande-toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Quelle action concrète m'appartient et quelle action appartient à l'autre ? Le stoïcisme enseigne que nous devons distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Si l'erreur réside dans ces décisions, tu n'as pas à la porter en silence. La clarté des faits est le meilleur bouclier contre les distorsions émotionnelles. Troisième conseil, réponds fermement sans tomber dans la défense exagérée. Lorsque quelqu'un te pose cette question, évite le ton désespéré de « ce n'est pas ma faute ». Cette réaction ne fait qu'alimenter la narration du manipulateur. À la place, utilise des phrases courtes et percutantes. Non, cette responsabilité n'est pas la mienne. Tes actions parlent d'elles-mêmes. En ne rentrant pas dans un débat, tu coupes l'énergie de l'attaque. Quatrièmement, pratique la neutralité stratégique. Parfois, la meilleure façon de démonter cette question est de la renvoyer à l'émetteur avec calme. Pourquoi penses-tu que la faute est mienne ? Ce revirement oblige le manipulateur à exposer son argument, et bien souvent, il se retrouve sans terrain parce que l'accusation n'était qu'un mouvement vide pour te déstabiliser. Le dernier conseil est de ne pas permettre que la culpabilité devienne une habitude. Si tu acceptes cette tactique à plusieurs reprises, tu finiras par douter de tout ce que tu fais, comme si chaque pas était une erreur. Le stoïcien sait que la culpabilité inutile est une chaîne invisible qui paralyse. Apprends à distinguer entre la responsabilité réelle et la charge imposée. Lorsque quelqu'un te dit « ne serait-ce pas de ta faute », regarde-le pour ce qu'il est, une tentative de transférer le poids.
Ne l'accepte pas. Reste ferme, maintiens la clarté des faits et rappelle-toi que la culpabilité, quand elle ne t'appartient pas, n'est qu'une pierre que tu peux laisser sur le sol au lieu de la porter sur ton dos. 7. Ne serais-tu pas en train d'exagérer à nouveau? L'exagération est le déguisement que l'agresseur utilise pour invalider ta douleur. C'est sa façon de peindre avec des couleurs criardes ce que tu commences à peine à traiter. La question, ne serais-tu pas en train d'exagérer à nouveau? Ne cherche pas à équilibrer la conversation, elle cherche à étouffer ta voix, à transformer ton inconfort en hystérie, ton malaise en caprice. C'est un coup subtil, mais sûr, direct à la gorge émotionnelle. Après l'avoir entendu, la plupart se taisent, se replient, doutent d'eux-mêmes et se renferment. Parce que si on te fait croire que tu exagères, alors ton émotion perd de sa valeur et ce que tu ressens cesse d'être important. Ce type de question installe un doute en toi, un qui te répète à voix basse « Peut-être que tu exagères, peut-être que tu es trop sensible, peut-être que tu devrais te taire. » Et là, sans que tu t'en rendes compte, tu as déjà cédé le pouvoir. La personne qui manipule le sait. C'est pourquoi elle lance cette phrase calmement, avec une fausse préoccupation, comme si elle cherchait vraiment ton bien-être. Mais ce qu'elle essaie de faire, c'est de te faire taire, te faire sentir que tu n'as pas le droit de réagir, que tu pousses toujours les choses à la limite. Comment répondre à cela? D'abord, en reconnaissant l'intention derrière la phrase. Tu n'es pas face à une observation neutre, tu es face à une attaque contre ta perception. À ce moment-là, au lieu d'expliquer ou de justifier ce que tu ressens, affirme-le. Ne le transforme pas en sujet de débat. Si tu es contrarié, tu es contrarié. Si quelque chose t'a blessé, ça t'a blessé. L'émotion est à toi, et personne n'a le droit de la qualifier d'exagérée. Deuxièmement, ne diminue pas ton émotion pour t'adapter. Beaucoup, pour éviter d'être vu comme intense ou dramatique, baissent le ton, avalent la réclamation, sourient mal à l'aise. Cela ne fait qu'alimenter le manipulateur. Au lieu de cela, réponds calmement. Je parle de ce que je ressens, et cela mérite du respect. Ne crie pas, n'explique pas, parle fermement, parle clairement, et ne bouge pas de l'endroit émotionnel où tu te trouves. Troisième conseil, ne permets pas que cette question se répète sans conséquence. Si quelqu'un a l'habitude de la lancer chaque fois que tu exprimes quelque chose, arrête la conversation et pose des limites. Dis, si chaque fois que je parle, tu me dis que j'exagère, il n'y a pas de dialogue possible. Cette phrase coupe la répétition du schéma et oblige l'autre personne à reconnaître que ses paroles sont une forme d'invalidation. Le stoïcisme n'enseigne pas à annuler les émotions, mais à les comprendre, à les canaliser avec sagesse et contrôle. Réagir à l'injustice n'est pas exagérer, c'est avoir du discernement. Être contrarié quand on te manipule n'est pas un défaut, c'est de la conscience. La prochaine fois que tu entendras « Ne serais-tu pas en train d'exagérer à nouveau ?» ne réponds pas avec culpabilité. Réponds avec présence. Parce que ce que le manipulateur appelle exagération est souvent juste le reflet de ton éveil. Et celui qui s'éveille n'est pas obligé de dormir pour que les autres se sentent à l'aise. 8. Et si tout est juste dans ta tête? L'esprit est comme une pièce sombre. Lorsqu'une personne qui ne comprend pas ce que tu ressens entre avec une lampe de poche cassée, sa première réaction est de blâmer l'obscurité. C'est la fonction de la question « Et si tout est juste dans ta tête ?» Ce n'est pas une invitation à réfléchir, c'est une tentative directe de dénigrer ce que tu ressens, de te faire croire que le problème, c'est toi, que tout est imaginaire, que tout ce qui te dérange, te fait mal ou te confond n'existe pas en dehors de toi. Cette phrase est dangereuse parce qu'elle n'attaque pas tes idées, elle attaque ta perception complète. Elle cherche à te faire douter de tes sens, de ton intuition, de tes émotions. Et si elle y parvient, elle te laisse sans défense. Tu ne peux plus faire confiance à ce que tu vois ou à ce que tu ressens, parce que soi-disant, tout est le produit de ton esprit désordonné. Le manipulateur se lave les mains pendant que tu te perds seul dans un labyrinthe de doutes. Le véritable problème n'est pas seulement la phrase, c'est le moment où elle est dite.
Elle vient généralement juste au moment où tu commences à te connecter avec quelque chose d'important, quand tu commences enfin à mettre des mots sur un malaise. Alors, au lieu de recevoir de la compréhension, on te lance cette phrase comme un mur. Et si tu n'es pas vigilant, tu te heurtes à elle et tu te rends responsable de tout. Tu deviens ton propre juge, ton propre bourreau, te répétant que tu as peut-être exagéré, que tu n'as peut-être pas bien compris, que tout est peut-être fantaisie. Comment couper ce type de manipulation? D'abord, en reconnaissant que ce que tu ressens est réel, même si l'autre ne le comprend pas. Ta perception n'a pas besoin d'être validée pour exister. Si quelque chose te dérange, tu n'as pas besoin d'une deuxième opinion pour l'accepter comme vrai. Ressentir n'est pas une erreur, c'est de l'information. Et celui qui te fait douter de cela ne cherche pas à t'aider, il cherche à te faire taire. Deuxièmement, réponds avec clarté, pas avec défense. Des phrases comme « non, ce n'est pas dans ma tête » sonnent souvent faibles parce qu'elles partent de la culpabilité. Au contraire, réponds avec fermeté « je le vis et cela suffit ». Coupe la conversation là si nécessaire. Tu n'es pas obligé d'expliquer quelque chose que l'autre ne veut pas comprendre. Troisièmement, inverse la charge. Si quelqu'un doute de ta perception, fais-le argumenter. Qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est pas réel? Ce changement oblige le manipulateur à exposer sa tactique, car il n'a pas d'argument, seulement des insinuations. Lorsqu'il est forcé d'expliquer, le jeu se désarme. La philosophie stoïcienne ne repose pas sur le déni de ce que l'on ressent, mais sur sa reconnaissance, son organisation et sa maîtrise. Dire que tout est dans ta tête est une façon bon marché d'éviter la conversation, une façon de ne pas assumer la responsabilité de la façon dont l'extérieur t'affecte. La prochaine fois qu'on te dira « et si tout est juste dans ta tête ?» rappelle-toi ceci, oui, c'est dans ta tête, et c'est pourquoi tu le traites, tu le comprends, tu le nommes et tu le surmontes. Ce que tu ne vas pas permettre, c'est que quelqu'un utilise ton esprit comme une excuse pour ne pas affronter sa propre responsabilité. Parce que si ta perception dérange, peut-être que ce n'est pas de l'imagination, peut-être que c'est la vérité. 9. Ne vois-tu pas que tu interprètes mal tout? Une astuce très ancienne dans l'art de la manipulation est de jouer avec le miroir brisé. La personne lance une phrase offensante, un geste blessant, une insinuation chargée de poison, et lorsque tu réagis, elle te dit simplement « tu interprètes mal tout ». C'est ainsi que fonctionne la tromperie. Non seulement on nie ce qui s'est passé, mais on t'accuse également de l'avoir mal vu, d'avoir compris ce qui n'était pas, d'avoir déformé la réalité comme si ton esprit était défectueux. Le manipulateur ne se justifie pas, il te désarme à la racine, ton interprétation. Ce type de question ne cherche pas à éclaircir, il cherche à annuler. Il veut que tu remettes en question ta capacité de compréhension, que tu penses que tu as exagéré, que tu as mal entendu, que tu as compris à l'envers. S'ils parviennent à te faire douter une fois, ils le feront toujours. Parce que celui qui réussit à te faire penser que ta lecture de la réalité est erronée peut te modeler à sa guise. C'est le jeu. Ils te convainquent que l'erreur est dans tes yeux et non dans leurs actes. Comment briser cette tactique? D'abord, en précisant que tout malaise n'est pas une mauvaise interprétation. Tu as le droit de nommer ce que tu as ressenti. Tu n'es pas obligé d'accepter leur version des faits comme si c'était la seule possible. Quand quelqu'un te lance cette phrase, réponds fermement « J'interprète à partir de ce que j'ai vu et entendu ». C'est suffisant. Tu n'inventes pas, tu observes. Deuxièmement, reste ferme sur les détails. Le manipulateur a besoin que tu doutes du concret, c'est pourquoi il généralise et dévie. Tu dois revenir au point exact, ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment cela t'a fait sentir. N'exagère pas, ne décore pas, décris simplement avec précision. Cette clarté laisse peu de place pour que l'autre s'échappe par la voie du déni. Troisième conseil, ne discute pas, interprétation, contre-interprétation. Cette bataille est toujours gagnée par celui qui sait manipuler. N'entre pas dans la dynamique de « j'ai compris cela » contre « non, ce n'est pas ce que je voulais dire ». C'est un cercle sans issue. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que cela a produit en toi.
C'est ainsi que je l'ai vécu et cela m'a affecté. Là, le débat s'arrête. Quatrièmement, observe les modèles. Si cette phrase apparaît fréquemment dans la bouche de la même personne, tu n'interprètes probablement rien de mal. Tu vois clairement ce que l'autre ne veut pas admettre. Le stoïcisme enseigne que la vérité est simple, directe, sans fioritures. Si quelqu'un a constamment besoin de te convaincre que tu n'as rien compris, c'est parce qu'il n'est pas transparent. Et enfin, ne cède pas ton jugement. L'interprétation de la réalité est aussi ton droit. Ne laisse pas quelqu'un placer un filtre sur tes yeux et te dire comment tu dois ressentir ou penser. La prochaine fois qu'on te dira « Ne vois-tu pas que tu interprètes mal tout ?» ne te précipite pas à douter de toi. Respire, rappelle-toi les faits, réaffirme ce que tu as vécu et ne cède pas ta perception. Parce que la manipulation commence là où tu décides de ne plus faire confiance à ce que tu sais déjà. Et tu sais plus qu'il ne voudrait que tu te souviennes. 10. Est-ce vraiment la peine de faire tout un plat de ça? Le dernier recours du manipulateur ressemble au bruit d'une porte qui se ferme lentement. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il essaie simplement de te faire partir en silence. La question « Est-ce vraiment la peine de faire tout un plat de ça ?» est conçue pour te faire sentir que ton malaise est une exagération, que ton besoin de parler est un caprice, que ta limite est une perte de temps. L'objectif est clair, te faire reculer avant même que tu commences à te défendre. Ce type de question ne résout pas les conflits, elle les fait taire. C'est la tentative de fermer une conversation qui dérange, d'éteindre le feu sans se demander pourquoi il a commencé. Le manipulateur la lance quand il sait que tu es sur le point de toucher un point sensible, quand il sent qu'il ne peut plus dissimuler ses intentions. Et alors, il change de direction. Maintenant, le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le fait que tu veuilles en parler. C'est le jeu. Comment répondre à cela? D'abord, en reconnaissant que si quelque chose t'affecte, c'est déjà valable. Tu n'as pas besoin de le justifier avec des chiffres, des arguments impossibles ou des larmes. Si quelque chose te dérange, cela suffit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. Et celui qui t'aime vraiment, écoute avant de juger l'ampleur de la question. Deuxième, réponds par une phrase claire et sans culpabilité. Pour moi, cela compte. Ainsi, tu donnes de la valeur à ta perception sans demander la permission. Tu ne cherches pas à te battre, tu cherches à comprendre. Et si l'autre personne ne peut pas gérer cela, le problème n'est pas toi. Troisième conseil, ne tombe pas dans le jeu de te minimiser pour maintenir la paix. Beaucoup de gens préfèrent avaler leur malaise pour ne pas faire des histoires. Mais cette fausse paix se transforme en une bombe silencieuse. Tôt ou tard, ce qui n'est pas dit devient du ressentiment. Et cela finit par être un vrai problème. Quatrième, reste ferme sans avoir besoin d'escalader le conflit. Parler de quelque chose qui te dérange ne signifie pas faire un scandale. Cela signifie maturité. Le stoïcisme ne consiste pas à tout supporter en silence, mais à exprimer ce qui est nécessaire sans laisser les émotions obscurcir le jugement. Et enfin, souviens-toi de ceci. Celui qui te fait sentir que tout est une exagération, que ce n'est jamais le bon moment ou que tu compliques toujours les choses, n'est pas intéressé par ton bien-être, il est intéressé par ton silence. La prochaine fois qu'on te demandera si ça vaut la peine d'en parler, réponds-toi avec honnêteté. Parce que ta tranquillité ne se négocie pas, et se taire pour ne pas déranger ne sera jamais une solution. La vraie paix se construit lorsque tu peux regarder l'autre dans les yeux et dire « Cela compte pour moi, et je vais le dire ». Tu n'auras pas une seconde chance pour construire ta meilleure version. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu rassembles ton courage, que la motivation parfaite arrive ou que le monde s'ajuste à tes attentes. Si tu continues à remettre à plus tard ta croissance, tu ne feras qu'accumuler une dette intérieure qui, tôt ou tard, te réclamera son dû. Personne ne viendra te sauver. Et ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient simplement un poids mort pour demain. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire dans des livres anciens. C'est un outil brutalement honnête pour faire face à ta réalité. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu peux gouverner comment tu réagis, comment tu te relèves et comment tu avances, même si cela fait mal.
La transformation personnelle ne dépend pas d'un coup de chance ni d'attendre de te sentir inspiré. Elle dépend de ta capacité à agir quand tu en as le moins envie, de choisir l'inconfort conscient et de forger la discipline dans les petits actes quotidiens que personne n'applaudit. La personne que tu seras en 2026 se construit aujourd'hui, maintenant, à chaque décision inconfortable que tu choisis de ne pas remettre à plus tard. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment où tu décides de cesser de te mentir. Ton avenir n'attend pas, tu le construis ou tu le perds. C'est aussi simple que cela. Si tu veux vraiment cesser d'être spectateur et devenir protagoniste, tu dois prendre le contrôle, supporter le poids de ta propre responsabilité et t'engager sans excuse. Ici, il n'y a pas de place pour la plainte ni l'auto-tromperie. La transformation commence lorsque tu décides de cesser d'attendre. 1. Agis sans attendre des conditions idéales. Tu n'auras jamais le scénario parfait. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter et que la plupart préfèrent couvrir d'excuses sophistiquées. Si tu continues à attendre le jour où tout sera en ta faveur, quand il n'y aura ni fatigue, ni doute, ni peur, tu te condamnes seulement à la paralysie et à l'auto-illusion. Combien de fois dois-tu reporter tes décisions pour réaliser que la vie ne négocie pas de délai supplémentaire? Attendre des conditions idéales est une escroquerie mentale, un mécanisme de défense pour ne pas faire face à l'effort réel. C'est une dette émotionnelle qui grandit chaque jour de procrastination et que tu finiras par payer tôt ou tard avec frustration et regret. La discipline commence exactement là où le corps tremble et l'esprit invente des excuses. Tu n'es pas spécial d'avoir peur, ni différent de te sentir incertain. Tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé au même point, au milieu de l'inconfort, sans garantie, sans l'approbation de personne, et souvent contre les voix intérieures qui exigent du confort. La réalité est que si tu continues à attendre le signal parfait, le moment de clarté maximale ou la motivation fulgurante, alors tu resteras piégé dans le même cycle que toujours. Il n'y a pas de salut dans le confort, ni d'avancée sans pression. Tu avances seulement lorsque tu choisis l'effort inconfortable pendant que ta tête te demande de reculer. Personne ne va te pousser hors de ta zone de stagnation. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à gouverner tes impulsions et à agir même dans les jours les plus gris. Marc Aurèle n'attendait pas d'avoir envie, Épictète n'attendait pas de justice extérieure, Sénèque ne cherchait pas des conditions idéales. Ils agissaient parce qu'ils comprenaient que le temps est limité et que la vie réelle ne respecte pas tes préférences ou tes fantasmes. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es responsable de ce que tu en fais. Si tu insistes à voir des obstacles là où il y a des opportunités de grandir, alors tu deviens ton propre saboteur. Personne ne te doit une vie facile. L'excellence ne se construit que sur le terrain irrégulier de l'inconfort quotidien. Le caractère se forge dans l'action, pas dans l'attente. Si tu cherches la confiance, commence par tenir les promesses que tu te fais, même si c'est inconfortable, même si personne ne t'applaudit. La discipline est plus puissante que la motivation. Chaque fois que tu agis sans attendre des conditions parfaites, tu t'entraînes à soutenir une version plus forte de toi-même dans le futur. Fais-le même si tu n'en as pas envie. C'est ta ligne de base. Tu n'es pas une victime, tu es l'architecte. C'est ta responsabilité. Si tu veux arriver en 2026 transformé, arrête de négocier avec tes excuses et commence à bouger maintenant, avec ce que tu as, d'où que tu sois. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Juste la décision, l'action et la continuité, jour après jour, jusqu'à ce que l'habitude supplante le doute et que l'engagement vainque la faiblesse. 2. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Tu te réveilles et bien que ton corps pèse et que ta tête énumère des excuses, tu sais exactement quelle est la première décision que tu dois prendre. Il ne s'agit pas du café, ni de vérifier ton téléphone, mais de quelque chose de plus silencieux et difficile. Choisir de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne t'y oblige. À ce moment-là, l'esprit joue son jeu habituel. Il cherche des raccourcis,
suggère qu'un jour de repos ne changera rien, justifie le minimum d'effort et négocie avec l'inconfort. Ce dialogue intérieur est le véritable champ de bataille. La discipline, en réalité, n'est pas une force magique ni une vertu inaccessible. C'est une série de petits choix qui, accumulés, te séparent de la médiocrité. Chaque fois que tu cèdes à la voix qui cherche le confort, tu renforces la croyance que tu peux remettre ta vie à plus tard et qu'un jour, ce sera plus facile. Mais la vérité inconfortable est que céder aujourd'hui installe une fracture dans ton caractère et cette fissure grandit avec le temps, jusqu'à devenir une partie de ton identité. Il existe un mécanisme interne que nous partageons tous, la tendance à sous-estimer le poids des petites décisions. Nous pensons qu'un seul saut de routine, remettre à demain ce que nous avons promis aujourd'hui, n'aura pas de conséquences réelles. Mais c'est là que commencent les dettes émotionnelles et la confiance brisée. Chaque promesse non tenue envers soi-même est un investissement négatif, c'est du capital psychologique perdu. Et le problème est que, même si personne ne le voit de l'extérieur, toi, tu le ressens. Une sensation d'auto-illusion s'accumule, une sorte de ressentiment silencieux envers toi-même, parce que tu sais que tu aurais pu faire plus. C'est ici que le stoïcisme offre une réponse brutalement honnête. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie, il s'agit d'agir parce que tu sais que cette action te définit, même si elle est inconfortable et que personne ne la célèbre. Lorsque tu choisis avec discipline, tu ne cherches pas de validation externe ni de récompense immédiate. Tu entraînes ta volonté comme on entraîne un muscle, avec des répétitions quotidiennes, avec un effort soutenu, avec l'inconfort de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Sénèque l'a dit clairement, le bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela n'est possible que lorsque tu gouvernes tes impulsions et que tu ne permets pas aux émotions passagères de détourner tes plans à long terme. La dopamine de la gratification instantanée est addictive, mais la véritable satisfaction naît de tenir ta parole, surtout quand c'est difficile. La discipline, c'est choisir l'inconfort aujourd'hui pour te libérer demain des regrets. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Si tu ne le fais pas, ta vie avancera au rythme de tes excuses. Personne ne portera pour toi le poids de tes décisions. Si ton engagement ne se transforme pas en action constante, tu finiras par être otage de tes propres habitudes. Aucun changement profond ne se produit par accident. Discipline aujourd'hui, caractère demain. 3. Prends le contrôle total de ta vie. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Pendant des années, je me suis convaincu que la vie était une sorte de train conduit par quelqu'un d'autre, comme si mes frustrations, mes limites et même mes petits succès dépendaient de facteurs externes, de personnes, de situations ou d'une prétendue chance qui n'arrivait jamais. Ce récit intérieur est addictif car il justifie le confort de ne pas décider. Il te soulage du poids, mais en même temps, il te laisse à la dérive, sans contrôle réel sur ton destin. Si tu analyses de près chaque domaine où tu te sens bloqué, tu trouveras presque toujours une série d'excuses sophistiquées déguisées en arguments rationnels. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, les circonstances ne m'aident pas, je ne suis pas encore prêt. Ces justifications, en réalité, sont des mécanismes de défense que ton esprit active pour éviter le coup inconfortable d'assumer le contrôle total. Car prendre le contrôle n'est pas un acte grandiose ni une révélation magique, mais un processus méthodique d'identification des schémas, de démantèlement des croyances limitantes et d'acceptation que la douleur de la responsabilité est préférable à la douleur bien plus corrosive de l'impuissance. Lorsque tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver ou que la vie te récompense simplement pour exister, tout change de dimension. Le contrôle total ne signifie pas que tu peux manipuler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu cesses de déléguer ton bien-être et ton progrès à la volonté des autres ou aux fluctuations de l'environnement. Le premier pas est brutal. Reconnaître que tu es toi-même le principal obstacle et la plus grande opportunité de ta propre vie. Tu n'es pas une marionnette de ce qui t'arrive. Tu es le stratège de ta réaction.
l'éditeur de ta narration, le responsable ultime de ce que tu décides de construire avec ce qui t'est donné. Si tu ne prends pas ce rôle, la vie te traîne en mode automatique et tu finis par accumuler une dette émotionnelle avec chaque année qui passe sans avancée réelle. L'auto-tromperie te vend l'idée qu'un jour tu le feras, mais chaque jour, sans agir, renforce l'habitude de la procrastination et affaiblit ton sens de l'agence. Être stoïque, c'est, en essence, accepter que la seule variable sous ton contrôle absolu est ta réponse. Il ne s'agit pas de résignation, mais de leadership personnel. Jusqu'à quand vas-tu laisser ton destin entre les mains des autres ou aux fluctuations de l'humeur? La véritable transformation commence lorsque tu assumes le coût de toutes tes décisions, même les inconfortables, même celles que personne d'autre ne voit. Tu n'es pas le résultat de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. La routine, l'opinion des autres, la peur, le désir facile de gratification immédiate. Prends le contrôle total ou la vie te passera dessus. C'est le choix, il n'y a pas de compromis. Le changement authentique se construit à partir de cet inconfort radical de cesser de chercher des coupables et de commencer à fabriquer des solutions, même si cela coûte, même si cela fait mal. La discipline de prendre le gouvernail de ta vie peut être inconfortable au début, mais à long terme, c'est la seule véritable liberté. 4. Choisissez l'inconfort qui vous renforce. Comme si vous marchiez pieds nus sur des gravillons chauds, chaque pas est un choix inconfortable et délibéré. Vous ressentez le picotement sous la plante du pied, vous percevez le rejet instinctif de votre corps à continuer d'avancer, mais vous reconnaissez aussi que le seul moyen de renforcer la peau est de faire face à cette brûlure jour après jour. Dans la vie quotidienne, cet inconfort a d'autres noms. Conversation difficile, matin où le réveil sonne trop tôt, entraînement quand l'énergie fait défaut, rejet qui frappe l'ego, silence gênant où vous préféreriez abandonner plutôt que de persister. C'est là que se cache le véritable entraînement. Il n'y a rien d'héroïque à fuir la douleur. Le caractère ne se sculpte pas dans la douceur, mais dans la friction constante avec ce qui dérange et défie. La plupart cherchent un refuge où rien ne fait mal, mais le confort est un sédatif lent qui vous affaiblit sans que vous ne le remarquiez. Le muscle mental s'atrophie si vous ne l'exposez jamais au poids de la résistance. C'est pourquoi, chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le canapé au lieu du livre, l'excuse au lieu de l'action, les applaudissements rapides au lieu de la solitude productive, vous devenez plus fragile. L'inconfort conscient, cet effort inconfortable que vous choisissez délibérément, est le seul remède qui renforce vraiment. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour la souffrance, il s'agit de comprendre que la croissance authentique vient toujours enveloppée d'inconfort, comme l'os qui se renforce lorsqu'il porte du poids. Si vous fuyez ce frottement, vous restez le même qu'hier. Si vous l'affrontez, vous grandissez. Il y a une différence brutale entre la douleur qui vous enfonce et celle qui vous forge. La première est le résultat de la passivité, l'accumulation d'excuses, la vie vécue sans intention. La seconde est le résultat de la discipline choisie, de l'engagement quotidien envers ce qui dérange mais vous élève. Choisir l'inconfort qui construit est une déclaration de principe. Je n'accepte pas la version faible de moi-même. Je ne négocie pas mes rêves avec la paresse. Je n'accepte pas que ma vie dépende du hasard ou de l'humeur du jour. Choisissez l'inconfort qui vous renforce, pas celui qui vous détruit. C'est la différence entre avancer et stagner. Chaque fois que vous affrontez la peur, la fatigue ou la honte, votre caractère prend du poids. Chaque fois que vous évitez, vous perdez un peu de cette solidité intérieure qui ne s'acquiert qu'avec un réel effort. Les stoïciens le savaient, ils ne cherchaient pas la douleur mais ne l'évitaient pas non plus. Marc Aurèle écrivait ses pensées au milieu des maladies et des guerres. Épictète enseignait depuis l'adversité de l'esclavage. Il comprenait que l'inconfort choisi est le prix de la liberté intérieure. Chaque jour, vous avez la possibilité de renforcer votre volonté ou de l'affaiblir. Ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question d'habitude.
Choisissez ce qui est difficile aujourd'hui et il vous sera plus facile de supporter n'importe quelle difficulté demain. Le confortable vous coûte cher après. L'inconfort vous paie avec la croissance. La vraie vie ne récompense pas celui qui se cache le plus de l'effort, mais celui qui entraîne son esprit à porter le poids nécessaire. Là où il y a effort, il y a avancement. C'est la loi silencieuse de tous ceux qui conquièrent leur avenir. 5. Montre ta confiance par des actions, pas par des mots. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions. Tu peux répéter 1000 fois que tu vas changer, que cette année sera différente, que maintenant tu es sérieux, mais si tes actes ne suivent pas, tu ne fabriques qu'une estime de soi artificielle qui s'effondre à la première difficulté. Assez de gestes vides et de promesses lancées dans l'air pour apaiser ta culpabilité. La véritable confiance ne se construit pas avec des discours. Elle se gagne dans la boue des décisions inconfortables et dans la constance des actions que personne ne voit. Si ta routine ne reflète pas ce que tu déclares, tu te mens en pleine face, et tu le sais. Personne ne respecte celui qui ne remplit que sa bouche d'intention. Le respect de soi ne naît pas non plus de l'imagination de résultats, mais de l'affrontement quotidien à l'effort concret de respecter ses engagements, même quand tu n'en as pas envie. Le muscle de la confiance se forge dans la répétition inconfortable. C'est arriver à la fin de la journée et savoir que, même si c'était difficile, tu ne t'es pas trahi. Crois-tu vraiment que la sécurité personnelle provient de jolis mots ou de motivations passagères? C'est le piège qui te maintient faible. Le cerveau apprend par l'évidence, pas par des auto-affirmations vides. Chaque fois que tu dis « demain je commence », cette fois c'est sérieux et que tu ne le maintiens pas, ton esprit enregistre un échec de plus et renforce la croyance que tu n'es pas capable. Ainsi, tu t'habitues à négocier avec ta médiocrité et à vivre dans un cycle infini de regrets et d'excuses. La confiance n'est pas un état d'esprit, c'est une conséquence directe de ton historique d'actions accomplies. Agis d'abord, parle ensuite. C'est la loi. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tes actes ne soutiennent pas tes paroles, ta parole ne vaut rien. Arrête de chercher la validation dans les applaudissements des autres ou dans des phrases motivantes découpées sur Internet. La seule validation qui compte est celle qui vient de te voir tenir ta parole en privé, quand personne ne t'applaudit et que toi seul sais ce que cela coûte. Personne ne va te donner confiance, tu dois la gagner par un sacrifice soutenu. Si chaque jour tu trahis ce que tu as promis, tu deviens ton pire ennemi. Il n'y a pas d'auto-assistance, ni de philosophie, ni de mentor qui puisse te donner ce que tu te retires avec l'inaction. Parle moins et fais plus. C'est le chemin du caractère fort, de celui qui cesse de demander la permission et commence à construire des résultats. La confiance en soi est la somme de tes petites victoires quotidiennes, pas de tes discours internes. La seule façon de te prouver que tu peux, c'est de le faire. Ce que tu feras aujourd'hui sera l'évidence que ton esprit utilisera demain pour avoir confiance ou pour douter de toi. Ta parole ne pèse que si tes actes la soutiennent. Personne ne te doit du respect. Tu dois le gagner. Et cela commence par respecter ce que tu t'es promis quand personne ne regarde. 6. Construis ton avenir avec des habitudes solides. Rien dans ta vie ne changera en profondeur si tu continues à compter sur la volonté dispersée et sur des promesses éphémères. La vérité inconfortable est la suivante. L'avenir que tu désires ne se construit pas à partir d'impulsions sporadiques ni d'intentions passagères, mais d'habitudes solides, installées par la répétition quotidienne, même lorsque ton esprit crie pour des raccourcis et que ton corps demande du repos. C'est ici que beaucoup se perdent dans l'auto-tromperie sophistiquée. Ils croient qu'un jour d'effort intense peut compenser des semaines de procrastination, qu'il suffit de ressentir un élan de motivation et de se jurer à soi-même que cette fois c'est sérieux. Mais la réalité psychologique est brutale. L'identité se forge dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu rêves.
Ton cerveau apprend par l'évidence, et chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu renforces le moule de la médiocrité. Tu n'es pas l'exception à cette règle. Il y a une résistance silencieuse, presque imperceptible, qui opère en toi chaque fois que tu essaies d'installer une nouvelle habitude. Ton esprit cherche des arguments pour revenir à ce qui est connu. Il te séduit avec des récompenses immédiates. Il te convainc que tu peux négocier avec l'engagement. C'est un mécanisme automatique, un filtre mental qui déforme la valeur de l'inconfort et amplifie le poids de l'effort. Si tu ne le reconnais pas, tu deviens esclave d'impulsions instables et tu t'habitues à être un spectateur de ton propre potentiel gaspillé. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de discuter avec toi-même et que tu transformes cette énergie mentale en actions concrètes, petites mais non négociables. Il n'y a pas d'habitude insignifiante. Chaque victoire minimale est un investissement dans ton avenir. Fais-le simple, mais fais-le toujours. C'est le principe qui sépare ceux qui progressent de ceux qui ne font que fantasmer à ce sujet. La construction d'habitudes solides exige une honnêteté radicale. Il ne s'agit pas de s'imposer des routines impossibles, ni d'adopter des modèles étrangers qui ne servent qu'à se montrer sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'identifier, avec une clarté brutale, quelles petites actions quotidiennes te rapprochent de la vie que tu dis vouloir et lesquelles t'en éloignent. Le piège est de sous-estimer l'effet cumulatif du petit. Un repas de malbouffe, une séance d'entraînement évitée, une matinée perdue dans des distractions. Tout compte. Lorsque tu installes une habitude utile, tu ne changes pas seulement tes journées, tu modifies le dialogue interne, tu reconfigures la relation que tu as avec toi-même et tu démontres par des faits que tu es capable de maintenir des décisions difficiles. Personne ne va t'applaudir pour réussir en silence, mais ton esprit enregistre chaque acte de cohérence et peu à peu élimine le doute chronique qui te paralyse. La solidité de l'avenir dépend de ce que tu répètes aujourd'hui, pas de ce que tu rêves demain. Si tu cherches vraiment une transformation en 2026, ton meilleur allié ne sera pas la motivation, mais la structure quotidienne que tu t'imposes, le système qui ne dépend pas de ton humeur et la discipline qui transforme le difficile en routine. Ton avenir est le résultat de tes habitudes, pas de tes excuses. C'est la loi silencieuse que personne ne peut éluder, même s'il essaie de la déguiser avec des phrases vides ou des plans grandioses. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la constance, ta vie sera hypothéquée à la médiocrité de l'impulsion. Choisis aujourd'hui les habitudes qui te soutiendront demain, lorsque l'envie viendra à manquer. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 7. Prépare-toi avant que l'opportunité n'arrive. Tu marches dans la rue et tu vois une affiche « Recherche de personnel ». Tu t'arrêtes un instant et tu penses à quel point il serait facile d'avoir une opportunité comme celle-ci, une porte qui s'ouvre sans que tu la cherches. Mais à ce moment-là, la réalité surgit. Si tu n'as pas préparé ton CV, si tu n'as pas tes papiers en ordre, si tu n'as pas étudié ou pratiqué le minimum pour ce poste, cette opportunité ne devient qu'une anecdote de plus, une possibilité perdue qui s'évanouit en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne presque tout dans la vie. Peu importe combien de portes apparaissent, si tu arrives sans les outils internes et externes pour les franchir. La plupart des gens attendent que la vie leur donne d'abord l'opportunité et ne se mettent à se préparer qu'ensuite, comme si la chance prévenait à l'avance. Mais la vérité est autre. Les opportunités n'arrivent pas à ceux qui les désirent, mais à ceux qui sont déjà prêts à les saisir lorsqu'elles se présentent. La croissance ne s'improvise pas. La préparation est un investissement silencieux qui ne se remarque que lorsque la vie exige des résultats inattendus. Si tu analyses les raisons pour lesquelles tant de personnes sentent que la vie ne leur donne jamais leur moment, tu verras un schéma. Elles reportent la préparation parce qu'elles sous-estiment la valeur d'être prêtes en l'absence de certitude. Il est plus confortable de se distraire, de chercher de petites gratifications ou d'attendre un coup de chance qui justifie l'effort. Mais lorsque l'opportunité finit par se présenter, la plupart se retrouvent vides de ressources, sans discipline installée ni compétences aiguisées, comme un athlète qui prétend courir un marathon sans avoir entraîné un seul jour.
Le prix de ne pas se préparer est invisible jusqu'à ce que la facture arrive. Anxiété, regret, sensation que les autres avancent pendant que l'on reste au même endroit. Attendre l'opportunité pour commencer à se préparer, c'est remettre son destin au hasard. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles est ta disposition interne et ton niveau de préparation, pas le calendrier de la vie. La conséquence de te préparer seulement quand tu crois que ça en vaut la peine est que tu deviens vulnérable à l'imprévisible. Tu dépends de tout pour s'aligner parfaitement afin de donner ta meilleure version. Cette dépendance te rend faible, réactif, toujours en attente de signaux externes. En revanche, si tu choisis de te préparer avant que l'opportunité n'arrive, tu changes la donne. Tu investis dans des compétences, de la discipline et une mentalité pendant que les autres se distraient. Et lorsque la vie met une porte devant toi, tu n'as pas besoin d'improviser ni de courir. L'opportunité récompense celui qui s'est déjà entraîné en silence. C'est la loi. Ne attends pas que tout soit aligné pour commencer à entraîner ton caractère, tes habitudes ou tes compétences. Le véritable avancement est invisible, mais il se remarque lorsque le défi apparaît et que tu peux le soutenir. Prépare-toi aujourd'hui, même si rien ne semble urgent. La vie ne prévient pas, elle examine seulement. Si tu veux être maître de ton destin en 2026, tu dois t'entraîner avant qu'on ne te demande des résultats. Ce n'est pas de la paranoïa ni de l'obsession, c'est une stratégie. Tu deviens ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est la base de toute transformation réelle. 8. Maîtrisez votre esprit, pas vos impulsions. Je confesse une scène inconfortable qui se répète plus de fois que je ne le voudrais. Je suis assis devant la table, les bras appuyés, la mâchoire serrée et le regard perdu sur l'écran du téléphone, ressentant le léger pouls de la notification qui réclame mon attention. Je sais exactement que j'ai quelque chose d'important à faire, mais la tentation d'ouvrir une application, de glisser le doigt, de me donner une autre minute de distraction, pèse comme une pierre. Je m'arrête et je sens la sueur froide sur mes mains, la respiration superficielle, le petit tremblement dans ma jambe qui trahit l'anxiété d'éviter l'effort. Ce n'est pas un hasard, c'est l'impulsion réclamant sa part quotidienne, c'est l'esprit me demandant un soulagement facile pendant que la tâche réelle attend. Dans ces minutes, je peux voir avec une brutalité claire comment fonctionne le mécanisme. Le désir immédiat d'éviter l'inconfort, l'urgence d'échapper au présent difficile, le plaisir fugace, masquant l'inconfort profond de ne pas avancer. C'est un piège subtil, presque invisible, qui me vole de l'énergie, du temps et de l'estime de soi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, je ne remarque même pas que je tombe encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte héroïque, ni un moment d'illumination soudaine. C'est un travail artisanal de remarquer, d'interrompre et de rediriger. Chaque fois que je permets à l'impulsion de dicter mon prochain mouvement, je cède du terrain sur la carte de mon caractère. Je me vois presque comme une marionnette de réactions automatiques, cherchant la dose facile de dopamine, évitant l'effort soutenu qui construit réellement quelque chose de durable. Les stoïciens le savaient. Le véritable défi n'est pas de vaincre le monde extérieur, mais de gouverner l'esprit qui veut reculer devant le moindre inconfort. Je pense à Marc Aurèle, écrivant dans l'obscurité, forçant son corps fatigué à continuer, à Épictète se rappelant que la liberté commence dans l'esprit et non dans l'environnement. Ils n'étaient pas immunisés contre l'impulsion, ils se sont simplement entraînés à ne pas lui obéir aveuglément. Maîtriser l'esprit se voit et se ressent dans le quotidien. C'est la pause avant de répondre à la provocation, le silence avant de justifier une excuse, la sensation physique d'inconfort que tu ne cherches pas à cacher mais à traverser. C'est remarquer comment le corps te demande de céder et malgré tout, choisir de te maintenir un peu plus dans l'inconfort. La différence entre une vie médiocre et une vie intentionnelle réside dans cette fraction de seconde où tu décides de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, mais d'imposer la direction que tu as choisie. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais avec ce que tu ressens.
C'est la vérité qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent piégés dans la roue de la gratification immédiate. Parfois, maîtriser l'esprit, c'est simplement se lever même si le sommeil pèse, fermer l'écran, même si les loisirs crient, dire non quand le désir facile cherche à te convaincre. C'est inconfortable, oui, mais chaque fois que tu le fais, tu ajoutes une couche de force intérieure. Tu n'es pas esclave de tes impulsions à moins que tu ne décides d'agir toujours sous leur mandat. Gouverne ton esprit ou la vie décidera pour toi. C'est la sentence qui, si tu la mets en pratique, peut changer le cours de tes jours et avec eux, ton destin en 2026. 9. Engage-toi sérieusement dans ta transformation. L'engagement réel ressemble davantage à une serrure rouillée qu'à une porte élégante et facile à ouvrir. Il faut forcer la clé, sentir la résistance dans le poignet, écouter le grincement inconfortable du métal à chaque tentative. La plupart s'arrêtent là, dans l'inconfort du premier tour, inventant des raisons de ne pas pousser plus fort. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà fait assez. Peut-être demain. Mais si tu ne tournes la clé que lorsque cela t'arrange ou lorsque le moral est au beau fixe, alors tu ne franchis jamais le seuil qui sépare l'intention du véritable changement. Voilà comment fonctionnent tes excuses. Elles sont la rouille accumulée de nombreuses années de procrastination, le résultat de choisir encore et encore le soulagement temporaire plutôt que la friction qui transforme. Jusqu'à quand vas-tu tolérer ce grincement mental chaque fois que tu essaies d'avancer? La vérité, c'est que personne ne va nettoyer ce mécanisme pour toi. Personne ne va porter le poids de tes promesses brisées. Toi seul as la clé, et toi seul décides de la tourner ou de rester à regarder la porte, inventant des histoires pour justifier ta paralysie. Le problème, c'est que tu vis entouré d'offres bon marché de changement, phrases motivationnelles, défis de 3 jours, cours qui promettent des résultats instantanés et une armée de voix extérieures qui te vendent l'illusion que se transformer est une question de le vouloir suffisamment. C'est un piège dangereux. L'engagement sérieux ne se signe pas en public, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se démontre quand personne ne regarde, quand la fatigue pèse et que la tentation d'abandonner est presque physique. Si ton engagement ne dure que jusqu'à ce que la première difficulté surgisse, alors ce n'est pas un engagement, c'est un auto-illusion sophistiquée. Arrête de collectionner des excuses et commence à collectionner des faits. Assez de négocier avec tes propres mensonges. L'engagement ne se ressent pas, il s'exécute. C'est la différence brutale entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la boue de l'autocompassion. La transformation n'est pas une fantaisie réservée à quelques élus. C'est une décision inconfortable et radicale de cesser de te trahir. Tu dois signer ce pacte avec toi-même, même si ton esprit proteste, même si le confort te séduit et même si personne ne te donne la permission. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu deviens complice de ta propre médiocrité. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas la difficulté de l'environnement. C'est toi, répétant le même scénario de toujours pour ne pas porter le poids de tes décisions. Si tu veux une nouvelle vie en 2026, arrête de demander à la vie d'être juste et mets-toi au travail sur la seule vraie justice, ta discipline, ta parole et ton action quotidienne soutenue. Tu ne peux pas exiger des résultats extraordinaires avec l'engagement médiocre de toujours. Engage-toi avant de ressentir l'envie. C'est le seul pacte qui a de la valeur lorsque la réalité se fait pressante. 10. Utilisez le stoïcisme comme outil pratique. Le stoïcisme n'est pas là pour orner votre bibliothèque, il sert à désarmer votre auto-illusion. Lorsque vous cessez de le voir comme une philosophie abstraite et que vous le ramenez dans le domaine de vos actions quotidiennes, vous réalisez que la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, mais contre la tendance chronique à justifier vos propres renoncements. Je me rends compte que chaque fois que je me trouve des excuses, lorsque je justifie mon manque de progrès avec des arguments intelligents, je ne fais que fabriquer une version de moi-même que je ne veux pas soutenir. L'esprit est spécialiste pour négocier avec l'inconfort, pour déguiser la paresse en prudence et pour peindre la résignation comme une acceptation mature.
Mais le stoïcisme ne vous laisse pas vous cacher derrière ces masques. Il vous oblige à regarder avec une honnêteté brutale la distance entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites réellement. Dans la vie quotidienne, appliquer le stoïcisme, c'est remarquer l'instant exact où votre impulsion cherche un soulagement facile et décider de ne pas céder. C'est choisir de ne pas discuter avec la réalité, mais d'agir sur ce qui est en votre pouvoir, même si c'est inconfortable ou n'apporte pas de récompense immédiate. Je me surprends à détecter le mécanisme. L'esprit veut éviter l'effort, sabote l'engagement et amplifie les obstacles pour vous protéger de l'épuisement. Mais chaque fois que j'interromps ce cycle et que j'agis depuis le principe stoïque, je sens le poids diminuer. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que je cesse de porter l'angoisse de ne pas essayer. Le stoïcisme, compris ainsi, est un outil pour désactiver le piège de la procrastination. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de gouverner la réaction automatique qui vous pousse à la plainte et à l'immobilisme. Lorsque j'admets que je ne contrôle pas l'extérieur, mais que je contrôle ma réponse, je cesse de chercher des excuses et je commence à investir de l'énergie dans ce qui est réellement concret. Mon action, mon attention, mon présent. C'est la différence entre vivre à la merci de vos états d'âme et construire une volonté entraînée pour résister à la pression du désir immédiat. Fais ce qui te revient, même si personne ne regarde. Cette phrase suffit à fracturer l'inertie de la passivité. Être stoïque aujourd'hui, c'est identifier le piège mental qui vous vend un soulagement à court terme et choisir la douleur constructive de l'effort soutenu. C'est se rappeler, dans la pratique, que l'inconfort est le prix de la liberté personnelle et que chaque jour, sans l'affronter, est un capital émotionnel que vous perdez. La philosophie n'a de valeur que si vous en faites une habitude, si vous l'utilisez comme filtre pour vos décisions et comme encre dans les jours gris. Vous n'êtes pas vos arguments, vous êtes vos actions répétées. C'est la mesure pour savoir si le stoïcisme est vivant dans votre routine ou s'il n'est qu'un autre masque élégant pour ne rien changer.